Je vérifie la profondeur atteinte par rapport au ressaut de fondation de l'autre côté. Si on est plus profond, bah c'est que notre ressaut de fondation n'en est pas un. Si on est moins profond, c'est qu'on n'est pas encore à la fondation et que du coup on peut continuer à creuser. C'est juste histoire de savoir un peu mieux où on met les pieds. De l'autre côté on avait la même chose, hein. Ah oui. Les pierres elles finissent contre le mur. Regarde la dernière, elle reposait encore sur le mur. Ça dépend du poids, de l'orientation, de ce qui tombe en même temps. De toute façon, on a tout un truc qui bascule et une masse qui tombe comme ça, elle reste pas comme ça pour se déverser là, elle va se déverser comme ça. On a une topographie qui descend vers le cours d'eau et a priori on devait avoir le chargement depuis le point le plus haut parce que le haut fourneau de ce côté là est plus accessible et le défournement en dessous. Comme ça en fait le haut fourneau il est un peu incrusté dans la pente et on économise du travail. Sinon si on le construit sur niveau horizontal, il faut une grosse rampe de chargement. Pour le déchargement il n'y a pas de problème et là il est enchâssé dans le sol, plus solide et plus facile à construire. Là on est dans le quart sud-ouest, celui qui est du côté du coursier, qui amène l'eau au fourneau et puis qui la renvoie ensuite au ruisseau. Et du côté du coursier, on a dû affronter pendant 3 semaines une énorme souche. On a retiré à peu près 1 mètre cube de bois de la souche, de racines et autres. Mais on a réussi à avoir confirmation de ce qu'on soupçonnait, c'est-à-dire la présence d'une ouverture correspondant au soufflet qui active le haut fourneau. Ce qui veut dire qu'on a également ici le moulin. Alors probablement ici, au niveau de cette butte, on voit qui est couverte par les arbres, par le bouquet d'arbres. Du coup, pour l'année prochaine, on sait qu'on va pouvoir confirmer tout ça. On a l'ouverture, on va fouiller le moulin et on aura la compréhension de tout cet espace technique. Il y a un deuxième élément qu'on cherchait mais qu'on n'a pas eu le temps de fouiller à cause de la souche qui nous a ralenti. C'est le bâtiment qui vient se développer juste ici au sud, dont on perçoit quelques éléments. Là, sur le sol, on a des traces d'argile cuite qui sont a priori des éléments soit du sol, soit de la couverture effondrée, plus probablement du sol. Donc là, on a le début de notre bâtiment, mais on n'est pas allé jusqu'au bout, puisque, étant donné qu'on ne pouvait pas avancer à côté, enlever le niveau d'effondrement sur les niveaux de sol, qui sont fragiles, ça voulait dire revenir l'année prochaine et avoir probablement des niveaux déstructurés, abîmés, avec des plantes qui auraient poussé dedans. Donc pour protéger ce secteur-là, on n'y a pas touché. On l'a laissé en place et on verra l'année prochaine. Mais le bilan est déjà positif puisqu'on a confirmé tout ce qu'on cherchait. Ce secteur-là, c'est celui qui est le plus avancé et qui est le plus impressionnant. On a enlevé un gros cubage et on a mis au jour l'ensemble, tout le quart nord-est cette fois-ci du haut fourneau. Alors on voit le parement qui est déstructuré par la poussée des terres à l'intérieur. En fait, c'est le mur qui s'auto-détruit avec les infiltrations, etc. Le poids fait que ça pousse les pierres et on voit que les pierres elles se sont avancées sur le haut et notre mur il a un fruit. Et de l'autre côté, le mur est complètement déstructuré. Il y a une toute petite partie qui s'est conservée, là où on voit la grosse pierre d'angle, et le reste a complètement bougé. En observant attentivement, on se rend compte qu'on a seulement une toute petite partie de l'amas de pierre qu'on voit qui correspond au mur. Même si on est sur l'emplacement du mur, ça n'est pas le mur. Sur le côté est, on voit que les pierres sont bien horizontales. Et quand on va vers l'ouest, très rapidement, on s'aperçoit que le mur est complètement déstructuré. Et contrairement à ce qu'on voit dans l'effondrement tel qu'il est en dessous, on a les pierres qui ont glissé depuis le mur. Là, elles ont glissé dans le mur, ce qui est matériellement impossible si le mur existe. Si elles ont glissé dans le mur, c'est qu'il n'y a pas de mur, il y a un espace vide, et donc une ouverture. Ce qui nous permet de déterminer que là, on a également une ouverture plus importante que de l'autre côté, puisqu'on a grosso modo 1 mètre de mur côté est, et après on a l'ouverture qui est en biais, qui s'enfonce en biais dans la maçonnerie. Et c'est à cet endroit-là que vraisemblablement on a la zone de défournement, puisque de l'autre côté on est près du bief, c'est censément la ventilation. Et ici on est à 90 degrés, on est sur la zone de défournement, là où la fonte liquide va couler. Alors ce qui nous manque pour cette année, c'est d'avoir des indices de l'aménagement qui permet la coulée de la fonte.
Là on sait qu'on a l'ouverture, on comprend à peu près sa forme, même si on n'a pas l'ouverture proprement dite, mais devant on devait avoir la zone de coulée et pour l'instant on ne l'a pas. On a encore une partie de l'effondrement qui est en place qu'on n'a pas touché, puisqu'on n'a pas eu le temps, on avait d'autres priorités. Peut-être qu'aujourd'hui on va réussir à la démonter partiellement, mais c'est pas sûr. Ce qui est également intéressant ici, c'est qu'on est arrivé sur les niveaux de sol. On n'a pas trouvé de faisio comme de l'autre côté, donc a priori il n'y a pas de couverture ici. Mais par contre, on a un premier niveau de sol qui repose directement sur les niveaux géologiques en place, sur la terrasse alluviale, c'est ce qu'on voit ici. C'est un peu sale parce que on marche dessus, il y a au-dessus on avait de l'humus qui recouvrait, donc on n'a pas une lecture très facile. Mais sur cette couche, pas partout, mais sur une partie, on avait également ce qu'on appelle un niveau d'occupation, c'est-à-dire tout ce qui va se déposer sur le sol pendant qu'on travaille. Du charbon, de la poussière de charbon, des scories, etc. On a une petite couche qui fait 4-5 cm et par-dessus on a une couche d'argile. Ce qui nous prouve que au cours de l'occupation, on a eu un premier sol, on a travaillé, à un moment donné le sol devait être trop pollué par tous les rejets et les résidus. Ils ont mis une couche d'argile pour avoir quelque chose de plus propre et de plus sain. Plutôt que de tout nettoyer, tout évacuer, on apporte des nouveaux matériaux et on fait une recharge de sol. C'est ce qu'on observe très fréquemment, déjà dans les ateliers gaulois. On a des recharges de sol quand le sol s'abîme, c'est des sols en terre battue, mais on vient recharger par-dessus. Et quand on connaît un petit peu l'histoire des sols en terre battue, encore au 19e siècle, on faisait la même chose. Régulièrement, on remettait de la terre sur le sol, on battait pour retrouver un sol bien plan, bien horizontal. Et puis après, avec le temps, l'eau qui tombe parfois par terre, le passage, ça se recreuse, ça se redéforme et on recommence. Comme on l'a mis. On l'a mis sur la coupe de là qu'on a. Vous avez là-bas, vous avez une coupe est-ouest, donc vous ne pouvez pas mettre le nord. C'est pas possible. Oui, il n'y a pas de nord. Vous mettez l'est et l'ouest. Là, vous avez le nord et le sud. Oui. Mais si vous mettez le nord sur une coupe, je parle du dessin, hein. Ouais. Si vous mettez le nord sur une coupe est-ouest, le nord il va être indiqué vers le bas ou vers le haut. Ouais. Ça sert à rien. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est l'axe de la coupe. Du coup, sur Là, un beau petit ciseau. On a le tranchant, sans problème, bien identifiable. Et peut-être ici, une ébauche de douille. Ce qui voudrait dire qu'on a un manche en bois qui vient ensuite. Vu l'angle, on est plus probablement sur du ciseau à bois qu'autre chose. Donc ce serait un outil qui a servi lors de la construction, plutôt qu'un outil qui servait pendant l'utilisation. D'autant plus qu'on l'a trouvé dans les niveaux de démolition. C'est-à-dire, grosso modo, il était dans la maçonnerie à un moment donné, et quand la maçonnerie s'est effondrée, il s'est trouvé mélangé avec le reste. Un outil perdu, ou cassé et abandonné, mais en tout cas ça témoigne des activités qui ont lieu ici. Ça ressemble pas à grand chose comme ça, c'est concrétionné, mais en fait aussi on a une poignée, et là le départ de la fixation, et là la suivante. Il faut imaginer deux tiges qui viennent s'enrouler autour d'un axe, et qui servent de poignée. Ça, des formes comme ça, on en a déjà à l'époque romaine, c'est intemporel. Une masse concrétionnée très ferrugineuse, ça pourrait être un morceau de fer qui s'est complètement concrétionné, et du coup qui est illisible tel quel, mais qui pourra devenir lisible une fois qu'on aura fait le travail de nettoyage à la sableuse dessus, pour dégager les compressions et voir ce qu'il y a dedans. Jean-François qui l'a trouvé. C'est un fossile, mais qui vient pas d'ici. On ne peut pas trouver ce genre de fossile dans les niveaux qu'on peut trouver dans les environs du site. Et ça pourrait être un fossile qui était dans les argiles qui ont été apportées ici pour la maçonnerie. Ça pourrait nous donner un indice d'une provenance de matériaux. Ça a beau être un élément naturel, il a été anthropisé, déplacé. Mais on a une grosse pièce de bois qui s'est conservé sous forme de charbon. Et du coup, c'est le seul moyen qu'on ait ici pour identifier les éléments architecturaux en bois. C'est ceux qui sont brûlés et qui du coup ont pu se conserver, puisqu'on n'a pas de niveau dans l'eau. Sur d'autres sites, on a des niveaux sédimentaires qui sont gorgés d'eau et qui du coup conservent le bois. C'est pas notre cas ici.
jusqu'à preuve du contraire. Du coup, le charbon, c'est notre seul moyen d'avoir des éléments en bois, d'avoir une idée des éléments en bois, et c'est aussi notre seul moyen de dater précisément grâce à la dendrochronologie. Parce que ces pièces d'architecture ont été taillées, on a les cernes qui sont conservées, on arrive à les lire dans le charbon, et à partir de là, on arrive à dater. Tu m'as présenté du matériel, là, des objets, qu'est-ce que c'est que ça Alors ça, c'est l'ensemble du mobilier archéologique découvert, alors exception faite des scories. Tout ce qui est scories, parois de four, etc., on le met à part, mais les objets à proprement parler sont tous là. Grosso modo, on a une série d'outils qui sont sans doute liés à la construction, qu'on a retrouvés dans les niveaux d'effondrement. S'ils sont dans les niveaux d'effondrement, ça pourrait être des outils perdus ou jetés dans la maçonnerie au moment de la construction. On a là une gouge, il nous manque la partie active, donc on voit l'amincissement et on perçoit légèrement la cuillère de la gouge qui commence à démarrer ici. On a son petit frère, le ciseau à bois. Là c'est l'inverse, on a la partie active qui est conservée et il nous manque la partie sur laquelle on frappait. Oui, mais ça c'était le travail du bois. Ça c'est le travail du bois. Donc c'est le moment où on construit. On a un morceau de ce qui pourrait être une cruche ou une bouteille et un tout petit bout de verre. On ne l'a pas sorti parce que c'est trop fragile, on évite de le manipuler. On a ici un fragment de verre qui pourrait être peut-être un verre à boire. Vu que c'est vraiment très très fin, ça paraît peu probable qu'on ait affaire à de la bouteille ou quelque chose comme ça. Et ici, un petit élément indéterminé, on a une sorte de forte tôle qui fait un L. Alors ça pourrait être un élément de serrure ou autre chose, mais en l'état ce sera difficile peut-être à vérifier. En dehors de ça, on va avoir des petites coulures de fonte qui correspondent à la matière première qui a été produite ici et qui nous permettra d'avoir des informations sur les spécificités techniques de ce matériau. Quelle était la teneur en carbone, quelle était la structure du métal à l'intérieur, on va faire une métallographie, et peut-être des résidus à l'intérieur qui nous permettront de documenter cette fois-ci la provenance de la matière première, du minerai. Jean-François m'a montré ce que moi j'appellerais du calcaire. Là on croirait que c'est un dépôt calcaire, un dépôt qu'il a gardé et qu'on vous attendez pour que Jean-Pierre Pélisson essaye de savoir ce que c'est, de sa provenance, etc. Oui, on a trouvé effectivement du calcaire coquillé, on a trouvé également un fossile qui n'ont rien à faire ici. On n'est pas du tout dans les niveaux géologiques correspondants, donc c'est ce qu'on appelle un matériau alloctone, contrairement au matériau autochtone. Il vient d'ailleurs, mais d'où? C'est ça la question. Et quelle est sa nature exacte? Ça pourrait nous renseigner éventuellement sur la raison de sa présence. Parce que on a des calcaires qui peuvent être utilisés comme fondant par exemple, ou pour autre chose, mais tant qu'on n'aura pas une idée de ce que c'est réellement, précisément, on ne pourra pas avancer. Le fait d'avoir une provenance, ça montre aussi d'où viennent les matériaux. On peut tisser entre guillemets le réseau économique dans lequel va s'inscrire le Haut-Fourneau. Là on a un établissement métallurgique, mais il est alimenté en charbon, donc on a des charbonnières autour, on en connaît quelques-unes qui sont au-dessus du site. On a le minerai, on a des traces d'extraction aux alentours, un peu plus haut dans le ravin de l'Ours, au niveau du rang de la Truie, on a une minière. Et puis on a tous les éléments dont on a besoin pour faire tourner le Haut-Fourneau. Là les gens mangent, les gens boivent, donc on a de l'alimentation qui vient, on a des récipients, la céramique elle n'est pas produite ici. Donc on a vraiment tout un tissu économique dans lequel s'inscrit l'établissement métallurgique. Et c'est ça aussi qu'on veut constituer. Parce qu'il y a deux choses sur un site comme celui-ci. Un, c'est l'aspect technique, comment on fait, comment est-ce qu'on fabrique de la fonte. Et la deuxième chose, c'est dans quel système économique on s'installe. Comment ça s'inscrit dans un espace plus vaste qui est le nord du département, voire même au-delà, puisque on sait qu'à Linchamp, on a de la matière première qui est transformée et qui va aller relativement loin.
On a produit des tuyaux en fonte pour Versailles. Donc on n'est pas sur un point isolé de tout. On est vraiment dans un maillage économique à grande échelle. Et nous, on veut le documenter, le comprendre. Bah alors Maxence, tu tires quoi comme bilan de ces 4 semaines? On est à une journée de la fin. Le bilan est mitigé. Il est mitigé parce qu'on n'a pas fait tout ce qu'on espérait faire, du fait des intempéries, etc. Mais bon, c'est les aléas d'une opération programmée. Par contre, il est très positif parce qu'on a confirmé l'existence de tous les éléments techniques qu'on cherchait. On sait qu'on a l'emplacement du soufflet, on sait qu'on a l'emplacement de la coulée de fonte. Donc on sait qu'on on aura les informations qu'on cherche. C'est confirmé. C'est sûr, on aura les informations qu'on cherche. Maintenant, il va falloir au moins une ou deux campagnes de plus pour réussir à finaliser la fouille sur le haut fourneau proprement dit et le moulin. Et ensuite, il y aura les autres éléments qu'il va falloir fouiller, les bâtiments annexes, etc. Du coup, d'un point de vue scientifique, c'est très positif, puisque on a confirmé qu'on était sur un site vraiment exceptionnel par son état de conservation et par les informations qu'il va nous apporter. Le bémol, c'est on aurait aimé en faire plus, mais on n'a pas pu. On avait une souche qui nous a embêtés pendant presque 3 semaines. On a eu la pluie, on a eu plein d'ennuis, mais... Je crois quand même que la souche, c'est quand même un sacré handicap. Grosso modo, de ce côté-là, du côté du soufflet, donc si on n'avait pas eu la souche, là le travail serait déjà fini et on aurait probablement attaqué un quart supplémentaire. On n'aurait peut-être pas fini complètement. Et là, quand vous allez terminer, comment vous allez protéger l'état dans lequel ça se trouve là? On va faire 2 choses. Vendredi, demain, quand on va déménager, on va dire, on va bâcher. Mais cette fois-ci, on va mettre plusieurs bâches pour couvrir intégralement la structure, pour pas qu'il y ait d'eau qui aille ni sur les arasses des murs, ni sur les murs eux-mêmes. Et on va grillager pour éviter que quelqu'un puisse venir dessus et se blesser ou faire tomber des éléments. 3e chose, il va falloir consolider les murs, puisqu'on a un mur qui est très fragile, qui est déjà déstabilisé. On va consolider les murs, on va bénéficier en fait de notre sondage. Notre sondage il est descendu sur 20-25 cm. On va pouvoir venir caler là des madriers qui vont venir maintenir la paroi. Donc on va jouer une béquille, une ou plusieurs béquilles. Tu ne vas pas faire ça en une journée? Non, ça ne va pas être fait en une journée. Oui, tu vas devoir dans les semaines qui vont venir, on va intervenir à nouveau sur le haut fourneau et on va installer cette béquille qui va permettre de maintenir le mur et de le protéger en attendant sa consolidation finale. D'accord. François Driard, je donne un coup de main bénévolement au CARA. Je n'ai pas de compétences en archéologie, mais bon, j'apporte ma contribution pour différents travaux, coupage de bois, terrassement, prêt de matériel. Prêt de matériel, entre autres, oui. Et voilà, et je m'éclate en faisant ça. Michel Manquillet, j'étais embauché ici en tant que bénévole, énormément apprécié la petite quinzaine de jours que j'ai passé en compagnie de Maxence et puis de tous les jeunes qui étaient là.